déchira le silence étouffant de la salle, déchira le silence étouffant de la salle de conférence du 40e étage. Toutes les têtes se tournèrent brusquement vers la source, non pas vers un dirigeant rival ou un avocat dissident, mais vers l'homme à l'uniforme bleu délavé qui se tenait près du mur de verre, un vaporisateur encore serré dans une main, l'agent d'entretien. Le stylo Mont-Blanc d'Hélène Lemaire se figea, sa plume planant à 1 millimètre au-dessus de la ligne de signature qui finaliserait la plus grande fusion de sa carrière. L'encre semblait se dissoudre dans l'air, le moment suspendu dans l'incrédulité. Ses yeux, de la couleur de l'ardoise et tout aussi durs, fixés sur l'homme. Il était grand, décharné, avec des rides de fatigue gravées autour des yeux, mais il n'y avait aucune peur en eux, seulement une certitude flamboyante et désespérée. Les deux dirigeants allemands de l'autre côté de la table échangèrent un regard de pur choc, leur attitude joviale et leur tape dans le dos s'évanouissant en un instant. Le négociateur principal, un bel homme aux cheveux argentés nommé Klaus Weber, fut le premier à se ressaisir. Il laissa échapper un petit rire incrédule. « Excusez-moi ». La voix de Klaus était douce, mais un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Que signifie ceci? Est-ce une sorte de plaisanterie ?» Il se tourna vers Hélène, son sourire forcé. « Hélène, c'est tout à fait déplacé. Je dois insister pour que vous fassiez sortir cette personne immédiatement. » Ses collègues se mirent à marmonner en allemand, leurs mots vifs et coléreux. Ils traitaient Damien de fou, d'idiot, exigeant que la sécurité soit appelée. Ils pensaient que personne ne pouvait les comprendre. Ils avaient tort. Hélène ne bougea pas. Elle ne scia pas. Elle ne regarda ni Klaus ni sa propre équipe qui la fixait, bouche bée. Toute son attention était portée sur l'agent d'entretien. Il n'avait pas bronché. Il soutenait simplement son regard. Le destin d'une société de plusieurs milliards d'euros reposant sur ses épaules anonymes. Le silence s'étira, épais et lourd. N'importe qui d'autre l'aurait renvoyé sur le champ. N'importe qui d'autre aurait appelé la sécurité et l'aurait fait jeter dehors. Mais Hélène Lemaire n'avait pas bâti son empire en suivant le chemin de l'évidence. Elle voyait des choses que les autres manquaient, et dans les yeux de l'agent d'entretien, elle vit quelque chose qui la glaça sur place. La clarté terrifiante de la vérité. Finalement, elle posa son stylo, le clic résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Elle se leva, lissant le devant de sa veste de tailleur. « Cette réunion, » annonça-t-elle, sa voix calme et d'un silence mortel, « est suspendue. » Klaus se leva d'un bond. « Suspendue ? Hélène, c'est un scandale. Nous avons un accord. » « Nous avons une perturbation, » corrigea-t-elle, les yeux toujours fixés sur Damien. « Mon équipe vous raccompagnera à vos voitures. Nous vous contacterons demain pour discuter de la suite des événements. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. C'était la voix d'une femme qui pouvait démanteler une entreprise d'un seul coup de téléphone. L'équipe allemande éclata en protestation, mais le service de sécurité d'Hélène était déjà à la porte, leur présence imposante et définitive. Alors que Klaus était raccompagné, il lança à Damien un regard de pur venin, une promesse silencieuse de représailles. En 1 minute, la pièce fut vide, à l'exception d'Hélène, de son avocat principal et de l'agent d'entretien qui venait de faire exploser une bombe au centre de son monde. L'air crépitait de tension. Hélène contourna lentement l'immense table en acajou jusqu'à se tenir directement en face de Damien. Elle le toisa de la tête aux pieds, observant les bottes de travail usées, la montre bon marché, le nom Damien brodé sur son uniforme. « Vous avez 60 secondes, dit-elle, sa voix dangereusement douce. « Expliquez-moi pourquoi je ne devrais pas vous faire arrêter pour sabotage d'entreprise et vous jeter dans un trou si profond que vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour. » L'adrénaline qui avait alimenté l'éclat de Damien commença à s'estomper, remplacée par une vague de peur glaciale. Il déglutit difficilement. « Je nettoyais les vitres », commença-t-il, sa voix maintenant plus basse, plus rauque. La réunion était en anglais, mais quand vous avez fait une pause, ils ont commencé à parler en allemand. Ils riaient. « Rire de quoi ?» insista Hélène, ses yeux se plissant. « De l'avenant, page 88, de la copie en langue allemande, dit Damien, les détails jaillissant de lui. Ils l'ont appelé le cheval de Troie. Une clause qui réévalue la propriété des brevets 6 mois après la fusion, déclenchée par des fluctuations de marché qu'ils savent imminentes. Cela leur donne une participation de contrôle dans l'ensemble de votre portefeuille de propriété intellectuelle. Ils ont dit que le temps que vos avocats le découvrent, vous seriez locataire dans votre propre maison. » L'avocat d'Hélène devint blême, cherchant immédiatement sa copie du contrat. Hélène elle-même ne bougea pas d'un muscle, mais Damien vit quelque chose vaciller dans ses yeux. C'était l'éclat glacial de la reconnaissance. L'accord avait toujours semblé un peu trop beau pour être vrai. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Damien jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 22h47. Une panique soudaine et brute l'envahit, éclipsant tout le reste. « Je dois y aller. » Hélène le regarda, déconcertée par son changement brusque. « Y aller ? Vous n'allez nulle part. Mon service est terminé, dit-il, sa voix suppliante.
Il n'était plus un homme tenant le destin d'une société entre ses mains. Il était juste un père à court de temps. « S'il vous plaît, je dois être quelque part, c'est important. »« Rien, » dit Hélène en se rapprochant, « n'est plus important que ce qui vient de se passer dans cette pièce. » Damian croisa son regard et pour la première fois, elle vit l'épuisement profond, l'épuisement de l'âme derrière sa résolution ardente. « Vous avez tort, » murmura-t-il. Il se retourna, attrapa son chariot de nettoyage et sortit de la salle de conférence, laissant la femme la plus puissante de la ville debout dans un silence stupéfait. Alors qu'il fuyait, la tour étincelante et stérile, arrachant sa chemise de travail tout en courant pour attraper le dernier bus. Son esprit n'était plus au contrat ou aux clauses allemandes. Il était dans la petite chambre silencieuse de l'aile pédiatrique de l'hôpital central. L'odeur d'antiseptique le frappa dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. C'était une odeur qu'il connaissait mieux que sa propre maison. Il descendit le couloir, passant devant des fresques de dessins animés qui semblaient se moquer de la sombre réalité de l'endroit, jusqu'à la chambre 308. Il poussa doucement la porte. Dans la faible lueur d'une veilleuse, il pouvait la voir, Iris, une petite silhouette perdue au milieu d'un grand lit d'hôpital, un enchevêtrement de tubes et de fils la reliant aux machines qui bipaient et s'inquiétaient tout doucement. Une section rythmique, constante et fragile pour la chanson de sa vie. Elle était réveillée, un carnet de croquis posé sur ses genoux. Il traversa la pièce et l'embrassa sur le front, sa main rugueuse caressant ses cheveux doux et clairsemés. « Salut ma Luciole, qu'est-ce que tu dessines ce soir ?» Elle leva les yeux vers lui, ses yeux grands et d'un sérieux troublant pour une enfant de 7 ans. Elle ne répondit pas à sa question. Au lieu de cela, elle en posa une, sa voix un petit murmure fragile. « Papa, est-ce que je vais bientôt devenir un ange, moi aussi ?» Le souffle de Damien se coupa dans sa gorge. Le mot le frappa avec une force physique, chassant l'air de ses poumons, le laissant vidé et endolori. Il s'assit sur le bord de son lit, son visage se décomposant. Iris le regarda, son expression pleine d'une curiosité terrifiante et innocente. Mais je ne sais même pas quelle langue parlent les anges. Il ravala un sanglot, serrant sa petite main dans la sienne. Il avait tout risqué ce soir. Son travail, sa liberté, la seule source de revenus qui payait pour cette chambre. Pour les médecins, pour le faible espoir qu'ils lui vendaient à voix basse, et pourquoi ? Pour une entreprise qui ne savait même pas qu'il existait. Non, il l'avait fait parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée d'un monde où des gens comme Klaus Weber gagnaient, tandis que des filles, comme son Iris, devaient y poser des questions comme celle-là. Il serra sa main, forçant un sourire qui semblait lui déchirer le visage. « Non, mon bébé, tu ne vas nulle part, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Et pour information, les anges parlent le langage de l'amour, tu le parles déjà couramment. » Elle lui fit un faible sourire, ses paupières flottant de fatigue. Il resta assis là, lui tenant la main, longtemps après qu'elle se soit endormie. Le poids de sa décision pesait sur lui. Venait-il de la sauver ou les avait-il condamnés tous les deux ? Juste après minuit, son téléphone vibra dans sa poche, un numéro masqué. Son cœur martela contre ses côtes. Il sut avec une certitude accablante de qui il s'agissait. Il sortit dans le couloir, le bip des machines s'estompant derrière lui. Il prit une profonde inspiration et répondit « Allô ?» La voix à l'autre bout du fil était froide, professionnelle, et détenait tout le pouvoir du monde. « Monsieur Caron, ici le bureau d'Hélène Lemaire. Elle vous attend à 6h YAMEA précise. Ne soyez pas en retard. » Le ciel d'avant l'aube avait la couleur d'un hématome lorsque Damien descendit du bus. La tour du groupe Lemaire se dressait devant lui. Un géant de verre et d'acier silencieux contre la nuit qui s'estompait. Il n'avait pas dormi. Après l'appel, il était resté assis près du lit d'Iris, regardant la lente montée et descente de sa poitrine, la danse rythmique des chiffres sur les moniteurs. Chaque bip était une seconde de sa vie qu'il devait payer. Chaque bip était une raison pour laquelle il retournait dans ce bâtiment, pas par l'entrée de service, mais par le grand hall au sol de marbre. Il portait les mêmes vêtements qu'à l'hôpital, un jean et un simple t-shirt gris, propre mais adouci par l'usure. Il se sentait exposé sans son uniforme comme un soldat sans armure. L'agent de sécurité de nuit le regarda avec suspicion jusqu'à ce que Damien donne son nom. Les yeux du gardien s'écarquillèrent légèrement en vérifiant sa liste. « On vous attend. Dernier étage. » La montée en ascenseur fut une descente silencieuse et rapide dans un monde auquel il n'appartenait pas. Lorsque les portes s'ouvrirent, une femme à l'air sévère en tailleur noir était là pour l'accueillir. Elle ne se présenta pas. « Par ici. » Le bureau d'Hélène Lemaire était moins un bureau qu'un royaume. Un mur entier était une baie vitrée du sol au plafond, offrant une vue divine sur la ville qui s'éveillait. Il n'y avait aucun désordre. Un immense bureau en obsidienne trônait au centre de la pièce, propre à l'exception d'un ordinateur portable et d'un dossier en cuir. Hélène se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main, déjà vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine impeccable. Son avocat principal de la veille, un homme nommé Pierre, était assis sur une chaise près du bureau, l'air pâle et privé de sommeil.
Hélène se tourna à l'entrée de Damien. Son expression était indéchiffrable. « Monsieur Caron, merci d'être venu. » Ce n'était pas un remerciement, c'était un ordre dont on accusait réception. Elle désigna la chaise en face de Pierre. Damien s'assit, le cuir était froid contre son dos. « Hier soir, commença-t-elle, allant droit au but. Vous avez fait une affirmation extraordinaire. Vous avez torpillé une fusion de 10 milliards d'euros sur la base d'une conversation que vous prétendez avoir surprise. » « C'est ce qu'ils ont dit, répondit Damien, la voix ferme. « Vous parlez allemand, affirma-t-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui. » Comment ? La mâchoire de Damien se serra. « J'ai appris sur le tas. » Hélène eut un sourire sans joie. « Les gens n'apprennent pas couramment l'allemand sur le tas là, monsieur Caron. Surtout pas la terminologie juridique et financière complexe que vous semblez maîtriser. Alors, je vous le demande à nouveau, qui êtes-vous ? Je suis l'agent d'entretien de nuit. » « Arrêtez de jouer la comédie, lança-t-elle, sa patience s'amenuisant. Êtes-vous un espion industriel ? Notre concurrent Omnicorp vous a-t-il placé ici ? Parce que je vous assure, quoi qu'il vous paie, je peux faire en sorte que ça vaille la peine de me dire la vérité. »« Je travaille pour vous, dit Damien, la voix dure. Je nettoie vos sols, c'est tout. » Pierre se racla la gorge, ouvrant le dossier sur ses genoux. « Hélène, notre examen initial de l'avenant allemand confirme que l'affirmation de monsieur Caron est plausible. Le langage est délibérément ambigu. En surface, il se lit comme une clause de partage de brevets standard. Mais si on l'interprète sous certaines sections du droit de la propriété intellectuelle de l'UE, il pourrait absolument fonctionner comme un mécanisme de prise de contrôle hostile. C'est brillant et c'est enfoui si profondément que nous ne l'aurions jamais trouvé avant qu'il ne soit trop tard. Le regard d'Hélène ne quitta jamais le visage de Damien. La confirmation qu'il avait raison ne semblait qu'approfondir sa suspicion. Donc, un homme qui passe la serpillière pour gagner sa vie a une meilleure compréhension du droit transnational de la propriété intellectuelle que toute mon équipe juridique. Avant que Damien ne puisse répondre, on frappa à la porte. La femme à l'air sévère du couloir entra et tendit à Hélène un mince dossier en manille. « La vérification préliminaire des antécédents que vous avez demandé, Madame le maire. » Hélène le prit, ses yeux passant de la couverture du dossier au visage de Damien. Elle l'ouvrit. Le silence dans la pièce devint lourd, suffocant. Damien la regarda lire. Il vit le léger écarquillement de ses yeux, le resserrement de ses lèvres. Elle savait. Elle leva les yeux de la page et mit le mot. Et pour la première fois, il vit son masque professionnel se fissurer. Elle le regardait comme si elle voyait une personne complètement différente. « Il est écrit ici que votre nom est professeur Damien Caron, dit-elle, sa voix un murmure bas d'incrédulité. Doctorat en linguistique germanique de la Sorbonne, plus jeune professeur à y avoir obtenu une chaire, a publié de multiples articles sur l'évolution syntaxique dans les langues scandinaves. Puis il y a 8 ans, vous avez démissionné et vous avez disparu, et maintenant vous êtes ici. » Elle ferma le dossier, a nettoyé mes tables de conférence. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure. « Pourquoi êtes-vous ici, professeur ?» Le titre sonna comme une gifle. C'était un nom, une vie qu'il avait enterrée il y a longtemps, un fantôme qu'il ne voulait jamais affronter. Il regarda par-delà elle, par la fenêtre, la ville tentaculaire en contrebas. Il pensa à Iris, à sa question sur les anges. « Ma fille est malade, dit-il, la voix brute. C'est la seule réponse qui compte. » Hélène le fixa, les pièces du puzzle s'emboîtant. Le désespoir, les gardes de nuit, le départ soudain. Qu'est-ce que cela a à voir avec ça ? Le poste, dit Damien, croisant enfin son regard. Le poste d'agent d'entretien. Il était assorti d'une assurance maladie complète, sans poser de questions. Le service de nuit signifiait que je pouvais être à l'hôpital avec elle toute la journée. J'avais besoin d'être invisible, Madame le maire. J'avais besoin d'un travail qui n'apparaîtrait sur le radar de personne. Votre entreprise m'a donné ça. Un nouveau type de silence s'installa dans la pièce. Ce n'était plus de la suspicion, mais une compréhension lourde et complexe. Hélène se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant. C'était une femme qui traitait avec des actifs et des passifs, avec des chiffres et des projections. Et elle regardait l'actif, le plus inhabituel qu'elle ait jamais rencontré. Un homme brillant et brisé qui avait sauvé son empire, non par loyauté, mais par amour paternel. Son téléphone vibra sur le bureau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, son expression se durcissant à nouveau. « C'était mon chef des relations publiques », dit-elle, sa voix redevenue purement professionnelle. « Klaus Weber s'est déjà adressé à la presse. Il nous dépeint comme instables, xénophobes, affirmant que nous avons rompu l'accord à la dernière minute à cause d'un employé dérangé. Il essaie de nous coincer pour nous forcer la main. » Elle se leva et se dirigea vers son bureau, lui tournant le dos alors qu'elle regardait sa ville. « Il a déclaré la guerre et en ce moment, vous êtes la seule arme que j'ai qu'il ne voit pas venir. » Elle se retourna, ses yeux flamboyants d'une intensité calculée. « J'ai une proposition à vous faire, professeur Caron. » Elle fit glisser une seule feuille de papier sur le bureau. C'était un contrat. C'est un contrat de consultant temporaire. Pendant les 2 prochaines semaines, vous travaillez pour moi, uniquement pour moi. Vous aurez un accès complet à nos ressources.
Vous décortiquerez chaque document lié à cette fusion, chaque email, chaque note de bas de page, et vous me trouverez la preuve dont j'ai besoin pour enterrer Klaus Weber et sa société pour de bon. Damian fixa le papier, son cœur battant la chamade. En échange, continua Hélène, sa voix ne laissant aucune place à la négociation, je vous verserai des honoraires de consultant de 200 000 euros. Et avec effet immédiat, l'assurance privée de mon entreprise couvrira 100% des soins médicaux de votre fille. La totalité, sans limite, sans poser de questions. Le souffle de Damien se coupa. C'était une bouée de sauvetage, c'était un miracle, c'était tout ce pourquoi il avait prié, et c'était une cage. Cela signifiait revenir à la lumière, cela signifiait redevenir le professeur Damien Caron, l'homme que le monde pensait être une honte. Cela signifiait affronter la vie même qu'il avait presque détruit. Hélène poussa un stylo sur le bureau, le même Mont Blanc de la veille. Le monde pense que vous êtes un agent d'entretien, Damien. Je vous donne une chance de leur montrer qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que ce sera ? Il regarda le contrat, puis le stylo. Il pensa à Iris, à sa petite main dans la sienne, aux machines qui bipaient et qui comptaient les secondes de sa vie. Il tendit la main et prit le stylo. Le choix n'avait jamais vraiment été le sien. Le poids du stylo lui semblait étranger dans la main. Pendant 8 ans, ses mains avaient connu la prise rugueuse d'un manche de balai, le plastique usé d'un vaporisateur, le tissu doux d'un chiffon. Ce stylo, un instrument d'argent élégant, valant plus que son salaire mensuel, lui semblait être une relique d'une autre vie. Il prit une inspiration, l'air recyclé du bureau, ayant un goût d'argent et de choix impossible, et signa de son nom « Professeur Damien Caron », un fantôme reprenant corps. Hélène hocha la tête une fois, un geste de finalité. Elle prit le contrat, le tendant à son avocat sans un second regard. L'affaire était conclue. « Bien, dit-elle. Clara va vous montrer votre bureau. » La femme à l'air sévère du couloir s'avança. « Monsieur Caron, par ici, s'il vous plaît. » Damien se leva, ses jambes chancelantes. « Mon titre ?» commença-t-il, ne sachant même pas ce qu'il demandait. « Vous n'en avez pas ?» dit Hélène, se retournant déjà vers son ordinateur. « Votre titre est un résultat. Trouvez-le pour moi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à sauver. » Clara le conduisit non pas à une suite de directions luxueuses, mais dans un couloir blanc et austère, jusqu'à une porte lourde avec une serrure à clavier. Elle composa un code et la porte s'ouvrit. « Ce sera votre espace de travail, dit-elle d'un ton neutre. C'est une pièce sécurisée, pas d'accès réseau à l'extérieur, toutes les communications sont surveillées en interne. Nourriture, café, tout ce dont vous avez besoin, vous me le dites. Vous ne quittez pas cet étage sans mon autorisation. Ordre de Madame le maire. » La pièce était une boîte au mur blanc, sans fenêtre, dominée par une grande table centrale. 3 ordinateurs puissants étaient posés sur la table, leurs écrans sombres. Un mur entier était un tableau blanc, propre et en attente. C'était stérile, isolé. C'était une cellule ou une salle de guerre. Damien n'était pas sûr. « Madame le maire a autorisé un accès complet au flux de données de la fusion », dit Clara en tapotant sur l'un des claviers. Les moniteurs prirent devis, affichant des cascades de dossiers et de fichiers. Chaque email, chaque brouillon, chaque mémo interne, les contrats complets non expurgés en langue allemande sont dans le dossier principal. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez. Elle posa un téléphone prépayé sur la table. C'est votre ligne directe avec Madame le maire et moi-même. Ne le perdez pas. Elle s'arrêta à la porte. Et Monsieur Caron, bienvenue au groupe Le Maire. La porte se referma et Damien se retrouva seul. Il fixa les écrans, la montagne de données qui représentait l'accord. Un instant, le volume pur était paralysant. C'était le monde qu'il avait fui. Un monde de mots utilisés comme des armes, de virgules qui pouvaient ruiner des nations. Il prit une profonde inspiration, puis lentement, quelque chose en lui commença à s'agiter. Les vieux instincts, la partie de son cerveau qui voyait le langage non pas comme des mots mais comme un système, une machine belle et complexe. Il s'assit et se mit au travail. Il ignora les traductions françaises, les résumés de l'équipe juridique. Il alla directement à la source, les documents originaux en allemand. Il ne lisait pas seulement les mots, mais les espaces entre eux. Le choix d'un adjectif particulier, la structure d'une phrase complexe, l'utilisation délibérée d'une phraséologie juridique archaïque dans une section et d'un argot hyper moderne dans une autre. C'était une empreinte linguistique et elle était arrogante. Weber avait été si sûr que personne ne regardait. À midi, sa veste était enlevée, ses manches retroussées et les tableaux blancs étaient en découvert de notes griffonnées, reliant des phrases et des termes avec des lignes rouges rageuses. Il était alimenté par du café tiède et une fureur froide et montante. Il n'était plus seulement un linguiste, il était un chasseur et il commençait à sentir la piste. Il trouva le premier vrai indice enfoui dans une chaîne d'emails datant de 3 mois auparavant. Une conversation entre Klaus Weber et son avocat principal à Copenhague. Ils discutèrent de la structure finale de la clause de partage des brevets. L'avocat de Weber exprimait son inquiétude que le langage soit trop agressif. La réponse de Weber était une seule ligne dédaigneuse en allemand.
Kensor, je wir benutzen das Amsterdam-Modell, es klappt jedes Mal. Ne t'inquiète pas, on utilise le modèle d'Amsterdam, ça marche à tous les coups. Damien fixa la phrase. Le modèle d'Amsterdam. Ce n'était pas un terme juridique. C'était un surnom, un langage codé, un manuel de stratégie. Ce n'était pas une tromperie ponctuelle, c'était une stratégie, quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Cela changeait tout. Le téléphone prépayé sonna, le surprenant. C'était Hélène. « Rapport !» ordonna-t-elle, sa voix tendue. « Je travaille sur une théorie », dit Damien, les yeux toujours rivés sur l'écran. « Je ne paie pas pour des théories », rétorqua-t-elle. « Je viens de raccrocher avec le conseil d'administration. » Il panique. La campagne médiatique de Weber fonctionne. Il se positionne comme la victime d'une société française volatile et indigne de confiance. Nous perdons des investisseurs. L'action a chuté de 4%. J'ai besoin d'une arme, Damien, pas d'un exposé. Le contrat n'est pas toute l'histoire, dit Damien, réfléchissant vite. C'est un modèle, je pense qu'ils ont déjà fait ça. Il y a une référence ici au modèle d'Amsterdam. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Amsterdam, répéta Hélène. Il y a 2 ans, la société de technologie néerlandaise Vanderel s'est effondrée 6 mois après une fusion avec un groupe d'investissement étranger. Personne n'a compris ce qui s'était passé. C'était un bain de sang. « Laissez-moi deviner », dit Damien, une certitude froide s'insinuant dans sa voix. Le groupe d'investissement était une filiale de la société de Weber. « Je vais demander à mes équipes de vérifier », dit Hélène. Sa voix avait changé. L'impatience avait disparu, remplacée par une concentration sombre. « Trouvez-moi plus. Trouvez-moi un lien direct. » Elle raccrocha. Les heures s'écoulèrent. Damien ne remarqua pas le jour se transformer en nuit. Clara lui apporta un sandwich qu'il ne toucha pas. Son esprit était un tourbillon de syntaxe et de sous-texte. Il sentit l'attraction obsessionnelle familière du travail, le frisson de la chasse. Ce ne fut que lorsque l'alarme de sa montre sonna à 20 heures qu'il se souvint. Iris. Il se pencha en arrière, l'épuisement le frappant comme un coup. Il faisait ça pour elle, et pourtant, il avait oublié ne serait-ce que d'appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles. Il attrapa le téléphone prépayé puis s'arrêta. Il ne pouvait pas appeler d'ici. Il était dans une cage. Il appela Clara sur l'interphone. « Je dois aller à l'hôpital, dit-il, la voix tendue. Madame le maire a dit que vous ne deviez pas quitter cet étage, répondit-elle froidement. C'est ma fille, lança-t-il, une pointe de panique brute dans la voix. Je dois voir ma fille. Il y eut un long silence. Finalement, la voix de Clara revint, plus douce cette fois. Vous avez 2 heures. Une voiture vous attend au sous-sol. Elle vous ramènera ici. Ne soyez pas en retard. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou. Quand il entra dans la chambre d'Iris, elle était réveillée, regardant sans entrain un dessin animé sur la petite télévision. Son visage s'illumina quand elle le vit. « Papa, tu es venu !» Il se précipita à ses côtés, serrant son petit corps fragile. « Bien sûr que je suis venu, ma Luciole, toujours. »« Tu n'es pas venu cet après-midi, » dit-elle, sa lèvre inférieure tremblant légèrement. « L'infirmière a dit que tu étais occupée à un nouveau travail. » La culpabilité était un couteau dans sa poitrine. « C'est vrai, ma chérie. C'est compliqué, mais je suis là maintenant. » Elle regarda ses vêtements, les cernes sous ses yeux. « Tu aimes le nouveau travail ?» Il pensa à la pièce sans fenêtre, au téléphone prépayé, aux mots arrogants d'un homme qui brisait des entreprises pour le plaisir. Il pensa à la voix froide et exigeante d'Hélène Lemaire. Et puis il pensa au chèque qui serait déposé sur son compte, aux factures médicales qui disparaîtraient tout simplement. « C'est le travail le plus important du monde, Iris, » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « Parce qu'il va te guérir. » Elle sembla accepter cela, se blottissant contre son bras. Ils regardèrent le dessin animé en silence pendant un moment. Assis là, le bip silencieux des machines, une berceuse familière, il sentit la profonde et douloureuse scission dans sa vie. Il était un père et une arme, un guérisseur et un chasseur. Ces 2 heures s'écoulèrent en ce qui sembla être 10 minutes. La quitter fut plus difficile que jamais. Alors qu'il se tenait à la porte, elle l'appela. « Papa ?»« Oui, ma Luciole. »« Tu seras là pour me lire une histoire demain ?» demanda-t-elle, sa voix petite. Il ravala la boule dans sa gorge. « J'essaierai, Iris, je le promets, j'essaierai. » Il sortit de l'hôpital et monta dans la voiture noire qui l'attendait, la promesse flottant dans l'air. De retour dans la salle de guerre stérile, entouré des secrets d'hommes puissants, il chassa de son esprit l'image du visage plein d'espoir de sa fille et se remit au travail. Il devait trouver la vérité. Pas seulement pour Hélène Lemaire, mais pour Iris. Car les promesses, comme les contrats, ne valent que ce que vaut la personne qui les signe. Et il ne laisserait pas la sienne être rompue. Pendant 3 jours, Damien vécut dans la pièce blanche. Il dormit sur un petit lit de camp que Clara avait apporté, se doucha dans la salle de sport des cadres et survécut à un régime de café noir et d'adrénaline. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait que le flux de données, les tableaux blancs et le fantôme d'une société appelée Vanderel. L'équipe d'Hélène avait fait des miracles, tirant des ficelles et graissant des pattes pour lui obtenir les dossiers scellés de la fusion d'Amsterdam.
C'était un labyrinthe de sociétés écrans et de holdings offshore conçus pour être impénétrables. Pendant 2 jours, lui et une équipe de comptables judiciaires, qu'Hélène lui avait assignée à distance, se heurtèrent à une impasse après l'autre. La piste de l'argent était un fantôme qui s'évanouissait dans les îles Caïmans. La frustration le rongeait. Il échouait. Chaque heure qu'il passait à chasser des fantômes financiers était une heure que Weber gagnait et une heure qu'Iris passait sans lui. Il avait manqué sa chance de lui lire une histoire la nuit précédente. La culpabilité, un nœud froid dans son estomac. Le matin du 3e jour, Hélène fit irruption dans la pièce, son visage comme un nuage d'orage. Elle jeta une tablette sur la table. Sur l'écran, une alerte d'actualité économique. L'action du groupe Le Maire plonge de 11% sur fond de controverse sur la fusion. Le conseil d'administration essaie de forcer un vote pour m'évincer, dit-elle, sa voix une fureur basse et contrôlée. Ils veulent accepter l'offre révisée de Weber qui inclut une clause de pénalité pour le retard. Ils appellent ça un règlement, j'appelle ça une capitulation. Ils m'ont donné 48 heures pour produire une preuve irréfutable de fraude où je suis dehors et vous avec moi. Qu'est-ce que vous avez ? La piste de l'argent est une impasse, admit Damien, se frottant les yeux injectés de sang. C'est trop propre, blanchi, professionnellement. Alors, trouvez autre chose, rugit-elle, le son résonnant dans la petite pièce. J'ai engagé un linguiste, pas un comptable. Faites votre travail. Ces mots, destinés à piquer, firent naître une idée. Il avait regardé le puzzle sous le mauvais angle, se concentrant sur les chiffres. Il devait se concentrer sur les gens. « Donnez-moi tout ce que vous pouvez sur les dirigeants de Vanderel », dit-il, une nouvelle énergie dans la voix. Les interviews, les coupures de presse, les déclarations publiques, tout ce qu'ils ont dit après l'effondrement, surtout le directeur financier, Peter Vandermeer. « Que cherchez-vous » demanda Hélène, sceptique. « Une erreur » dit Damien en se retournant vers son ordinateur. Les gens peuvent cacher de l'argent, c'est plus difficile pour eux de cacher leur façon de parler. Pendant les heures qui suivirent, il passa au crible une nouvelle montagne de données. Des articles de presse financière néerlandaise, des transcriptions traduites, des billets de blog. La plupart étaient en du jargon d'entreprise inutile. Mais ensuite, il le trouva. Une interview obscure sur un petit podcast financier indépendant enregistré 1 an après l'effondrement de Vanderel. L'animateur demandait à Peter Vandermeer comment une entreprise aussi prospère avait pu s'effondrer si rapidement. Vandermeer, la voix lourde de défaite, décrivit les négociations finales. Et puis, il utilisa une phrase, un idiotisme allemand étrange et spécifique. Wir wurden mit verbundenen Augen in die Höhle des Löwen geführt. On nous a menés les yeux bandés dans la gueule du loup. Damien se figea, son sang se glaça. C'était exactement le même idiotisme légèrement archaïque que Klaus Weber avait utilisé dans un email à son équipe juste après sa première rencontre avec Hélène. Ce n'était pas une expression courante. Qu'un Néerlandais utilise un idiotisme allemand était inhabituel. Que 2 hommes différents, au centre de 2 catastrophes d'entreprises identiques, utilisent la même phrase rare était statistiquement impossible. C'était une empreinte linguistique, un script partagé. Cela signifiait qu'ils avaient parlé. Cela signifiait que Weber ou quelqu'un de son équipe avait coaché Vandermeer sur ce qu'il fallait dire. Il appela Hélène. Quand elle entra dans la pièce, il pointa les 2 phrases sur son écran côte à côte. « C'est ça », dit-il. Elle fixa l'écran. « Un idiotisme ? Vous pariez mon entreprise sur une figure de style ?» La déception dans sa voix était palpable. « Le conseil d'administration va me rire au nez. J'avais besoin d'une preuve irréfutable, Damien, pas d'un poème. » « Vous ne comprenez pas, insista-t-il en se levant, sa voix remplie d'une passion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Le langage, c'est des mathématiques. Les chances que ce soit une coïncidence sont nulles. C'est un tic vocal, un morceau de code partagé. Ça prouve une communication. Vandermeer n'a pas seulement perdu son entreprise. Il faisait partie de l'arnaque. On lui a donné un script à lire après coup, et là, c'est lui qui dérape, utilisant les mots de son coach au lieu des siens. Cette phrase est notre preuve irréfutable. » Hélène resta silencieuse un long moment. L'étudiant, puis l'écran, puis de nouveau lui. Il pouvait voir la guerre dans ses yeux, la pragmatique combattant la joueuse. Elle avait bâti sa carrière sur des données, des certitudes. Il lui offrait une histoire de fantôme, une intuition basée sur l'écho d'une langue morte. « S'il a été payé, » dit-elle lentement en réfléchissant, « il ne parlerait pas à des podcasts financiers. Il serait sur une plage quelque part. Sauf s'il a été trahi. Weber me semble être le genre d'homme qui coupe les ponts. Vandermeer était le visage public de l'effondrement. Il a tout perdu, sa réputation, sa carrière. Il n'est pas un partenaire dans le crime. Il était le bouc émissaire. » Hélène se dirigea vers le tableau blanc et fixa le désordre de lignes et de notes griffonnées, l'architecture d'une grande tromperie qu'il avait dessinée. Elle tapota un doigt contre ses lèvres, puis elle se tourna vers lui, une nouvelle lueur dangereuse dans les yeux. « Très bien, professeur, » dit-elle, le titre sonnant maintenant moins comme une moquerie que comme une arme. « Vous avez un fantôme. Je vais vous aider à le trouver. » Elle prit le téléphone prépayé et composa un numéro.
Clara, je veux tout ce que vous pouvez trouver sur un certain Peter Vandermeer. Dernière adresse connue, situation financière, où il se trouve actuellement. Utilisez nos contractants de sécurité européens. Je veux savoir où il est maintenant. » Alors qu'Hélène mettait sa machine d'entreprise en mouvement, Clara entra dans la pièce, le visage pâle. Elle ne regardait pas Hélène. Elle regardait Damien. « Il y a un problème, » dit Clara à la voix basse. « La sécurité vient de signaler une enquête externe. Un journaliste des Échos appelle votre ancienne université. Il fouille dans les détails de votre démission, pose des questions sur le scandale. » Damien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Weber. Il ne se battait plus seulement dans la presse. Il s'en prenait à lui personnellement. Clara continua sa voix encore plus basse. « Et il y a 5 minutes, quelqu'un a tenté d'accéder à distance au dossier des patients de l'hôpital central. Plus précisément, ils ont ciblé le dossier d'une patiente pédiatrique, une fille nommée Iris Caron. » Une rage blanche, froide et pure déferla sur Damien. C'était un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis 8 ans. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus d'un contrat. C'était une menace contre sa fille. Le téléphone prépayé sur la table vibra. C'était le chef de la sécurité d'Hélène. Elle le mit sur haut-parleur. « On l'a trouvé, madame le maire », dit la voix bourrue. « Peter Vandermeer. Il n'est pas à Amsterdam. Il vit sous le nom de jeune fille de sa femme dans un petit village de pêcheurs. Un endroit appelé Portree sur l'île de Skye, en Écosse. » Hélène regarda Damien, dont les jointures étaient blanches là où il agrippait le bord de la table. Son visage était un masque de fureur froide. « Il se cache ?» dit doucement Hélène, un plan se formant déjà dans son esprit. « Il fuit quelque chose, je pense qu'il est temps de découvrir quoi. » Elle termina l'appel et regarda Damien. Le prédateur dans ses yeux reconnut le prédateur qui venait de s'éveiller en lui. « Faites un sac, dit-elle, nous allons en Écosse. » Le vrombissement des moteurs du Gulf Stream était un bourdonnement bas et constant, un son si étranger à Damien qu'il semblait être un rêve. Moins d'une semaine auparavant, son principal mode de transport était un bus de ville qui sentait la laine humide et le désinfectant. Maintenant, il était assis sur un siège en cuir crème moelleux à 12 000 mètres au-dessus de l'Atlantique, dans un jet privé si silencieux qu'il pouvait entendre le tintement des glaçons dans le verre d'eau d'Hélène Lemaire. Elle était assise en face de lui, non pas en train de se détendre, mais de travailler. Une pile de dossiers était ouverte sur la table polie entre eux. Elle n'avait pas dit un mot depuis le décollage, sa concentration absolue. Damien était un ressort de tension. La rage qu'il avait ressentie dans la salle de guerre s'était refroidie en une boule de terreur dure et dense dans son estomac. Ils avaient menacé sa fille. C'était une ligne qui, une fois franchie, changeait tout. Il sortit son propre téléphone, le sien, pas le prépayé, et envoya un texto à l'infirmière en chef de l'étage d'Iris, une femme aimable nommée Maria, juste pour prendre des nouvelles. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» Hélène leva les yeux de son dossier. Clara a organisé un service de sécurité privé à l'hôpital, 2 hommes, 24 heures sur 24. Ils sont discrets. Personne n'approche de son étage sans autorisation. Votre fille est en sécurité, Damien. Le geste était si inattendu, si profondément pratique, et pourtant si profondément attentionné que Damien fut momentanément sans voix. « Merci », réussit-il à dire, la voix épaisse. « Elle demande après vous ?» répondit Maria un instant plus tard. « Un peu triste aujourd'hui, mais ses signes vitaux sont stables. » Il ferma les yeux, la culpabilité un goût familier et amer. Il traversait le monde pour chasser un fantôme pendant que sa fille était seule dans un lit d'hôpital à le réclamer. « Mon père, » dit soudain Hélène, sa voix calme, le tirant de ses pensées. « Il a bâti cette entreprise à partir de rien, travaillé 20 heures par jour, je le voyais parfois le week-end. Il me disait que les affaires étaient un sport de sang. » Elle fit tourner l'eau dans son verre. « Je ne le comprenais pas à l'époque, je crois que je commence à comprendre. » C'était la chose la plus personnelle qu'elle lui ait jamais dite, un petit morceau d'elle-même soigneusement offert. Damien la regarda, la femme qui commandait des armées d'avocats et d'analystes, et vit pour la première fois une lueur de la jeune fille seule qui avait attendu son père le week-end. « Le mien était bibliothécaire ?» dit Damien. D'Agara Diar, il croyait que les mots les plus silencieux étaient les plus puissants. Hélène offrit un sourire rare et fugace. Il avait peut-être raison. Ils atterrirent sur une petite piste sur l'île de Skye sous un ciel de la couleur de la pierre mouillée. L'air était vif et froid, sentant la pluie, le sel et la terre humide. Un Land Rover noir attendait. Alors qu'ils roulaient, le paysage se déploya autour d'eux. Une beauté sauvage et brutale de montagnes déchiquetées et de lochs sombres et tentaculaires. On se sentait sur une autre planète, loin des canyons de béton de Paris. Le village de Portree était un petit port coloré, blotti contre la mer grise et maussade. Une poche de défi contre la sauvagerie du paysage. L'équipe de sécurité d'Hélène avait déjà repéré les lieux. Peter Vandermeer, vivant sous le nom de Gerd Baker, était un habitué d'un petit pub sombre appelé le Salty Dog. Il y allait tous les après-midi à 16 heures. Ils n'entrèrent pas en force.
À 16h15, Damien entra seul dans le pub. Il était faiblement éclairé, sentant le vieux bois, la bière éventée et la mer. Il le repéra immédiatement, un homme assis seul dans une banquette d'angle fixant un verre de liquide ambré. C'était un fantôme. Ses cheveux étaient gris, son visage bouffi et marqué par une carte de chagrin. Ce n'était pas le directeur financier confiant des photos de presse de Vanderel. C'était un homme brisé, qui se cachait au bout du monde. Damien se glissa dans la banquette en face de lui. « Monsieur Vandermeer » dit-il doucement, en néerlandais. L'homme tressaillit, ses yeux balayant le pub, large de panique. « Je ne sais pas de qui vous parlez, balbutia-t-il, son néerlandais teinté de peur. « Mon nom est Baker, vous faites erreur. Je ne crois pas, dit Damien, la voix douce. Nous avons quelque chose en commun, vous et moi. Nous étions tous les deux censés être les boucs émissaires. » Le visage de Vandermeer devint blême. « Laissez-moi tranquille, je n'ai rien à dire. »« C'est ce que Klaus Weber vous a dit de dire ?» insista Damien. « Je ne connais aucun Klaus Weber, » siffla Vandermeer, les mains tremblantes. Il fit mine de se lever, de fuir. Damien se pencha en avant, sa voix tombant à un quasi-murmure. « Vraiment ? Parce que j'ai entendu une autre histoire. J'ai entendu dire qu'on vous avait mené les yeux bandés dans la gueule du loup. Il le dit en allemand. L'idiotisme exact et particulier. » Peter Vandermeer se figea, son corps rigide, son visage un masque de pure terreur. Il regarda Damien comme s'il venait de voir un fantôme de son passé se matérialiser dans ce pub écossais oublié. Il savait, ce Français silencieux connaissait son secret. Comme par hasard, la porte du pub s'ouvrit et Hélène Lemaire entra. Elle se déplaçait avec une grâce prédatrice et facile, son tailleur impeccable et son air confiant complètement déplacé. Pourtant, elle commanda l'espace instantanément. Elle se dirigea vers leur banquette et se tint au-dessus de la table regardant l'homme terrifié. « Monsieur Vandermeer, dit-elle, sa voix calme, mais portant le poids immense de son pouvoir. Mon nom est Hélène Lemaire. Klaus Weber a essayé de me faire ce qu'il vous a fait. La différence, c'est qu'il a échoué. » Vandermeer secoua simplement la tête, marmonnant. « Vous ne comprenez pas. Vous devez partir. »« Je ne suis pas ici pour vous menacer, Antsakija, » continua Hélène, l'ignorant. « Et je ne suis pas ici pour vous offrir de l'argent. Je suis ici pour vous offrir quelque chose de bien plus précieux. La justice. Aidez-moi, et je mettrai tout le poids juridique et financier de ma société derrière vous. Je vous donnerai les meilleurs avocats du monde. Je fournirai une sécurité complète pour vous et votre famille. Je vous aiderai à détruire l'homme qui vous a détruit. Vous n'avez plus à vous cacher dans l'ombre. » Pour la première fois, une lueur de quelque chose d'autre que la peur apparut dans les yeux de Vandermeer. C'était une braise désespérée et longtemps enfouie d'espoir, mais elle fut rapidement éteinte par une nouvelle vague de terreur. « Vous ne pouvez pas me protéger de lui, » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Weber, ce n'est pas juste un homme d'affaires. Les gens avec qui il travaille, il ne se contente pas de déposer des plaintes. Il a menacé ma famille, mon fils. Il m'a dit que si jamais je disais un mot de tout ça à qui que ce soit, il disparaîtrait. Il efface les gens. » L'air dans le pub devint plus froid. C'était plus que de la fraude d'entreprise. C'était dangereux. « Raison de plus pour se battre, » dit Damien, la voix ferme. « Se cacher ne vous gardera pas en sécurité pour toujours. » Peter Vandermeer regarda le visage intense et déterminé de Damien, puis le regard puissant et inébranlable d'Hélène. Il semblait peser sa peur de Weber contre cette chance soudaine et impossible de rédemption. Il vida son verre de scotch d'une seule gorgée rauque, le courage liquide ne faisant que peu pour calmer ses mains. Il regarda par la fenêtre crasseuse du pub la mer déchaînée, les vagues grises s'écrasant contre les rochers. Finalement, il se tourna vers eux les yeux vides. « La preuve que vous voulez ?» dit-il, sa voix à peine audible par-dessus le hurlement du vent. « Elle n'est pas sur papier, elle n'est pas dans un compte en banque. » Il se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure conspirateur. « Elle est enterrée. » Le mot flotta dans l'air du pub, enfumé, épais et lourd de sens. « Enterrée ?» répéta Hélène, sa voix vive, tranchant dans le faible murmure du bar. « Que voulez-vous dire par enterrée ? Où ?» Peter Vandermeer secoua la tête, regardant nerveusement vers la porte, comme s'il s'attendait à voir les hommes de main de Weber entrer à tout moment. « Pas ici. On ne peut pas parler ici. » Il les conduisit hors du pub et dans une ruelle pavée étroite qui sentait la saumure et la pierre humide. Le vent venait de la mer, froid et implacable. Il s'arrêta à l'ombre d'un vieux mur de pierre, les épaules voûtées sains contre la tempête. « Avant qu'il ne me force à partir, » commença-t-il, la voix un murmure rauque. « Je savais que Weber essaierait de tout effacer, les menaces, les vrais contrats. Alors, j'ai fait une copie de tout. Les accords originaux non expurgés, les serveurs de messagerie non cryptés, les enregistrements audio de mes appels avec lui, tout ce dont vous avez besoin pour prouver la fraude. »« Où est-ce » insista Damien, la voix urgente. « C'est dans un coffre-fort numérique. Un serveur crypté privé à Zurich, isolé, non connecté à un réseau, » expliqua Vandermeer, ses mots se bousculant. Pour y accéder, il faut 2 clés cryptographiques. Elles doivent être entrées en même temps depuis 2 adresses IP différentes. C'est un interrupteur de l'homme mort ? J'ai l'une des clés.
Et l'autre demanda Hélène, les yeux plissés, voyant déjà la complication. Le visage de Vandermeer s'assombrit. La brève lueur de défi avait disparu. C'est le problème. J'ai donné la deuxième clé à la seule autre personne de Vandrel en qui j'avais confiance. Notre chef de l'informatique, Anna Van Dyke. Elle savait aussi que quelque chose n'allait pas. Elle m'a aidé à créer le coffre-fort. Mais après l'effondrement, elle a disparu. Les gens de Weber l'ont poursuivie. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais même pas si elle est en vie. L'espoir qui avait jailli dans le pub s'éteignit. Ils avaient retrouvé un fantôme, seulement pour être envoyés à la recherche d'un autre. La réunion du conseil d'administration est dans moins de 36 heures, dit Hélène, son esprit calculant déjà les probabilités et la logistique. Nous n'avons pas le temps pour une chasse au trésor à travers l'Europe. Je ne peux pas repartir, dit Vandermeer en secouant frénétiquement la tête. Il saura si je quitte cet endroit. Ma famille... Vous êtes une cible plus grande en vous cachant qu'avec moi, déclara froidement Hélène. Mais soit, donnez-lui votre clé, dit-elle en désignant Damien. Les mains tremblantes, Vandermeer fouilla dans la doublure de son manteau usé et en sortit un petit morceau de papier plié. Il le tendit à Damien. Dessus, un code alphanumérique complexe de 64 caractères, une clé pour un royaume ou pour une tombe. Trouvez Anna, plaida-t-il, ses yeux se fixant sur ceux de Damien. Elle était courageuse, elle mérite que son nom soit lavé. Le vol de retour vers Paris fut encore plus tendu que l'aller. Ils avaient une piste fragile, mais aucune preuve tangible à montrer à un conseil d'administration prêt à sacrifier sa PDG pour apaiser un prédateur. À mi-chemin de l'Atlantique, Hélène rompit le silence. « Parlez-moi du scandale, Damien. Ce n'était pas un ordre cette fois, c'était une demande calme. La vraie histoire. » Damien regarda par le petit hublot l'étendue infinie de nuages sombres en dessous. « Ce n'était pas un scandale, dit-il la voix basse. C'était un sacrifice. Mon mentor, le professeur Allègre, et moi développions une IA de modélisation linguistique. C'était révolutionnaire, elle pouvait prédire les fluctuations du marché en se basant sur le sous-texte émotionnel des communications publiques. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent légèrement. Une telle technologie serait inestimable. Une société rivale, un donateur majeur de l'université, en a eu vent, continua Damien. Ils ont volé nos recherches, nos fondamentales, et ont publié leur propre version. L'université a paniqué. Ils ont menacé de poursuivre l'école jusqu'à la ruine, et l'administration avait besoin d'un bouc émissaire à blâmer pour négligence académique. Le professeur Allègre, il avait un cœur fragile. Une enquête publique comme celle-là l'aurait tué. C'était mon mentor, mon ami, il a vu en moi quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Damien s'interrompit, le souvenir encore vif et douloureux. Alors, j'ai porté le chapeau. J'ai signé un accord de non-divulgation, admis une négligence que je n'avais pas commise, et je suis parti. C'était le seul moyen de le sauver. Hélène le regarda, traitant l'information. « Vous avez jeté toute votre carrière par loyauté. Certaines choses valent plus qu'une carrière, » dit simplement Damien. Quand ils atterrirent à l'aérodrome privé du Bourget, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Clara attendait sur le tarmac à côté d'un SUV noir. L'expression de son visage était sombre. « Nous avons un problème, » dit-elle en tendant une tablette à Hélène. « C'est sorti il y a 1 heure, c'est partout. » Hélène prit la tablette. Le titre était placardé en haut en lettres grasses et sensationnelles. Le dernier pari de Lemaire, la PDG joue l'avenir de son groupe sur un universitaire déchu accusé de fraude. En dessous, l'ancienne photo d'identité universitaire de Damien. L'article était un assassinat brutal et unilatéral de sa réputation, transformant sa démission en une histoire de vol et d'incompétence. Weber avait fait exactement ce qu'il avait menacé de faire. Il ne s'était pas contenté de s'en prendre à Damien. Il l'avait publiquement crucifié. Damien sentit le sang quitter son visage. C'était son cauchemar réalisé. L'anonymat qu'il avait gardé pendant 8 ans venait d'être brisé aux yeux du monde entier. Il vit son propre visage le regarder depuis un écran d'information à l'intérieur du terminal privé. Son passé n'était plus un fantôme, c'était un titre de journal. « Il sait que vous êtes mon arme », dit Hélène, sa voix dangereusement calme, bien que ses jointures soient blanches, là où elle serrait la tablette. « Alors, il a décidé de vous briser avant même que je puisse vous utiliser. » Elle regarda Damien, jaugeant sa réaction. La réunion du conseil d'administration était dans 10 heures. Leur seule piste était une clé cryptique dans sa poche, et maintenant son témoin vedette venait d'être publiquement traité de menteur. « Le conseil verra ça, » dit Damien, la voix creuse. « Ils ne croiront jamais un mot de ce que je dis maintenant. »« Non, » répondit Hélène, un feu froid s'allumant dans ses yeux. « Ils ne le croiront pas, c'est pourquoi ce n'est pas vous qui leur parlerez. » Le SUV fendit la ville qui s'éveillait. Une flèche noire visant le cœur de la tempête. « Pour le conseil, vous n'êtes pas un témoin. Vous êtes un handicap, » déclara Hélène. Sa voix, une évaluation simple et brutale de leur nouvelle réalité. Un agent d'entretien avec un passé fabriqué auquel j'ai, dans un moment de faiblesse, choisi de croire. Ce sera la narration. Alors,
Quel est le plan ? Demanda Damien, la voix rauque. C'est fini. Fini ? Hélène se tourna vers lui, les yeux flamboyants. C'est un pivot. Vous vouliez être invisible, Damien. Weber vient de vous exaucer. Personne dans ce conseil ne vous cherchera maintenant. Ils seront trop occupés à me regarder. Alors que la voiture descendait dans le garage sécurisé, elle donna son dernier ordre. Je vais à cette réunion du conseil seul. Mon travail est d'attirer leur feu, de bluffer, de mentir, de vous acheter du temps. Votre travail est de trouver Anna Van Dyke. Vous avez jusqu'à la fin de cette réunion. Vous n'êtes plus un consultant, professeur. Vous êtes un fantôme. Maintenant, allez hanter quelqu'un. De retour dans la salle de guerre sans fenêtre, Damien commença la chasse. Il ordonna à Clara de rassembler toutes les données d'Anna Van Dyke, emails, évaluation de performance, journaux de discussion. Alors que les fichiers affluaient, il commença à construire un profil psycholinguistique, cherchant sa voix unique. Il la trouva dans son penchant pour les métaphores astronomiques et une bizarrerie grammaticale spécifique, une omission constante de la virgule avant le dernier élément d'une liste de 3. Pendant ce temps, au 40e étage, Hélène entra dans la salle du conseil. L'air était chargé d'hostilité. Arthur Pélissier était assis en bout de table, dégageant un calme suffisant et prédateur. « Hélène Yule, commença Pélissier, nous avons tous vu les nouvelles de ce matin, vous avez misé la réputation de cette entreprise sur la parole d'un agent d'entretien déchu. Je propose que nous votions pour accepter l'offre révisée de Weber et exiger votre démission immédiate. » « L'histoire est un mensonge, Arthur, » dit froidement Hélène. « Une attaque transparente de Weber parce que nous l'avons acculé. Un témoin » ricana un autre membre du conseil. « Sa crédibilité est nulle. » Alors que le conseil se préparait à se retourner contre elle, le téléphone personnel de Damien vibra. C'était Maria, l'infirmière. « Damien, c'est Iris, » dit-elle, la voix tendue. Sa fièvre monte en flèche. Les médecins s'inquiètent d'une infection potentielle. Elle a peur, elle demande après vous. Les mots furent un coup physique. Iris avait besoin de lui. Il regarda les écrans, le fantôme qu'il chassait, puis imagina le visage pâle de sa fille. Il ferma les yeux, sa main serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Maria, dit-il, sa voix un son de pure agonie, dites-lui que je l'aime et que papa combat un monstre pour elle. Je ne peux pas venir, pas maintenant. » Il raccrocha, une vague de dégoût de soi le submergeant. Il se retourna vers l'écran, canalisant son chagrin, sa culpabilité, sa rage dans la recherche. Il écrivit un algorithme de recherche complexe, cherchant non pas un nom, mais une voix correspondant à l'empreinte linguistique d'Anna. Il la trouva, un post sur un forum obscur pour les chasseurs d'aurores boréales. L'utilisateur Sinusix en avait écrit une critique technique. C'est un équipement fantastique pour attraper les queues de comètes, les pluies de météores et les alignements planétaires. Mais attention, le manuel d'utilisation est un trou noir d'informations confuses. 3 éléments, pas de dernière virgule. Les métaphores spatiales, c'était elle. Son profil indiquait sa localisation. Yellowknife, Canada, il l'avait trouvé. Dans la salle du conseil, la rébellion atteignait son paroxysme. « Nous avons perdu assez de temps, Dessica, » annonça Pélissier. « Tous ceux qui sont en faveur de la révocation de Madame le maire en tant que PDG. » Des mains se levèrent, Hélène regarda, son visage un masque de pierre alors que son empire s'effondrait. Juste au moment où Pélissier s'apprêtait à déclarer le vote, le téléphone prépayé dans sa poche vibra. Un texto de Damien. Anna Van Dyke, suivi d'un lien vidéo sécurisé. Hélène leva les yeux vers les visages hostiles. Un lent sourire triomphant toucha ses lèvres. « Messieurs, » dit-elle, sa voix comme un diamant. « Avant de finaliser ce vote, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. » Elle tapa une commande et un écran massif descendit du plafond. Il s'anima, montrant le visage d'une femme dans une lourde parka, les rubans verts des aurores boréales dansant derrière elle. « Qui diable est-ce » demanda Pélissier. « Messieurs, » annonça Hélène, sa voix résonnant de puissance, « permettez-moi de vous présenter Anna Van Dyke, ancienne chef de l'informatique chez Vanderel. » Une onde de choc parcourut la pièce. Guidée par les textos de Damien, Hélène commença ses questions. « Madame Van Dyke, pouvez-vous confirmer l'existence du modèle d'Amsterdam ?» « Oui, » dit Anna, sa voix claire et forte. C'était le terme de Klaus Weber pour une prise de contrôle hostile déguisée en fusion. Il nous l'a fait. Pélissier ricana. « Ce sont des oui-dire. Madame Van Dyke, pourquoi avez-vous disparu ?» insista Hélène. Le visage d'Anna se durcit. « 2 hommes sont venus à mon appartement. Ils savaient où travaillait ma sœur. Ils m'ont dit que si jamais je parlais de ce qui s'était passé, ma famille en paierait le prix. Alors, j'ai fui. La pièce était silencieuse. C'était une conspiration criminelle. « Avez-vous toujours votre clé du coffre-fort ?» demanda Hélène. Anna sortit une petite clé USB sur une chaîne de son col. « Je l'ai portée tous les jours pendant 2 ans. En attendant. » Hélène jeta un coup d'œil à son téléphone. Le texto de Damien était simple. « Je suis prêt. » Comme vous le savez, dit-elle au conseil, son autorité absolue. L'accès nécessite 2 clés, entrées simultanément.
Madame Van Dyke en a une, et grâce à l'homme que vous venez de condamner, nous avons l'autre. Dans la salle de guerre, Damien avait le portail du coffre-fort de Zurich ouvert. À Yellowknife, Anna inséra sa clé USB. À des milliers de kilomètres de distance, deux fantômes se préparaient à tourner leur clé. Maintenant, ordonna Hélène. Damien appuya sur entrée. Anna fit de même. Pendant une seconde, à couper le souffle, rien ne se passa. Puis, un léger carillon, et le coffre-fort s'ouvrit. Des dossiers inondèrent le moniteur de Damien. Il cliqua sur un dossier intitulé « Audio ». Il trouva un fichier daté de la semaine précédant la fusion de Vendrell et le lança. « Diffuse ça dans la salle du conseil, Clara, » dit-il, la voix tendue. Maintenant, les haut-parleurs de la salle du conseil grésillèrent. La voix de Klaus Weber remplit la pièce, dépouillée de tout charme. « Le conseil est une bande de vieux fous, Peter, » ricana l'enregistrement. « As-tu des doutes ?» Puis la voix de Peter Vandermeer, mince de peur. « Klaus, je ne sais pas si je peux. » « Tu feras exactement ce qu'on te dit. » La voix de Weber se glaça. « Ou je ne peux pas garantir que ton fils rentrera sain et sauf de ses cours à l'université. Tu me comprends? Les accidents, ça arrive. » Une vague de révulsion balaya la pièce alors que Weber continuait à détailler toute la fraude. L'audio se termina, le silence était absolu, la preuve irréfutable. Damien, écoutant depuis la salle de guerre, regarda la petite photo d'Iris sur son bureau. Il avait combattu le monstre. Dans la salle du conseil, Hélène se tenait au-dessus des hommes stupéfaits et horrifiés. Elle regarda directement Arthur Pélissier, dont le visage s'était effondré de défaite. « Arthur, dit-elle doucement, je crois que vous demandiez un vote. » Les conséquences furent rapides. Hélène se tourna vers son avocat principal. « Pierre, réunissez nos équipes. Je veux des injonctions déposées contre tous les actifs connus de la société de Weber. Contactez l'AMF, le parquet national financier et Interpol. Donnez-leur tout. » Ces ordres donnés, elle se dirigea directement vers la salle de guerre. Damien regardait les fils d'actualité, le visage pâle d'épuisement. La dynamique de pouvoir entre eux s'était dissoute, remplacée par le respect silencieux de deux soldats qui avaient survécu à une guerre. « Nous avons gagné !» le corrigea-t-elle quand il dit qu'elle avait gagné. Elle jeta un coup d'œil à la photo d'Iris. « Allez la voir, Damien !» Elle fit glisser une fine carte de crédit en platine sur le bureau. C'est un compte d'entreprise sans limite. Utilisez-le pour tout ce dont elle a besoin. Les meilleurs médecins, traitements, n'importe quoi. Ma promesse est tenue, les soins de votre fille me sont couverts à vie. Damien hocha simplement la tête. Un accusé de réception silencieux d'une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. Il sortit par les portes d'entrée, sous le soleil du matin, n'étant plus un fantôme, et prit un taxi pour l'hôpital. Le dossier d'Iris avait une nouvelle note. Fièvre tombée à 8h30, signe vitaux stable. Un soulagement si puissant qu'il le mit presque à genoux, le submergea. Il était assis près de son lit quand elle s'agita. « Papa, murmura-t-elle, je suis là, ma Luciole. » Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Tu as combattu le monstre ?»« Oui, mon bébé, dit-il, son propre sourire perçant. On a combattu le monstre et on a gagné. » L'histoire de la fraude explosa dans les médias. L'empire de Weber commença à s'effondrer. Le nom de Damien fut mentionné comme l'informateur confidentiel dont l'expertise avait été essentielle, sa réputation renaissant de ses cendres. Ce soir-là, Hélène apparut à la porte de l'hôpital, vêtue non pas d'un tailleur de pouvoir, mais d'un simple pantalon et d'un pull, tenant un petit cadeau. « Pour Iris », dit-elle doucement en posant un livre sur les constellations sur la table. Ils se tinrent dans un silence confortable. « Je suis venue vous offrir un travail », dit-elle finalement. « Un travail permanent, je crée un nouveau département, le Bureau de l'intégrité stratégique. Son travail est de trouver les failles que nous sommes trop proches pour voir, d'écouter les gens que personne d'autre n'écoute. Je ne veux pas d'un chef de département, je veux un fondateur, je vous veux. » Damien regarda son visage déterminé, puis sa fille s'endormit. La tempête était passée. « D'accord, » dit-il doucement, « je le ferai. » 6 mois plus tard, Damien se tenait près de la grande fenêtre de son nouveau bureau. Il pouvait voir le ciel. Dans le sillage de la tempête, il avait construit la salle d'écoute, un département qui cherchait les personnes brillantes et négligées au sein de l'entreprise, leur donnant une voix. Klaus Weber avait été arrêté et risquait la prison à vie. Le monstre était en cage. Alors que Damien travaillait, son téléphone personnel sonna. C'était l'oncologue d'Iris. « Professeur Caron ?» La voix du médecin était enjouée. « Nous avons les résultats des derniers scanners d'Iris. Le nouveau traitement a fonctionné mieux que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Les marqueurs sont tous négatifs. » Damien s'effondra dans son fauteuil. « Elle est en rémission, Damien. Rémission complète. Votre fille rentre à la maison. » Il raccrocha, des larmes de pure joie coulant sur son visage. Il ne vida pas son bureau, il attrapa juste son manteau et sortit. 1 heure plus tard, il poussait un fauteuil roulant hors des portes principales de l'hôpital central. Dedans, Iris, petite et pâle, mais avec une lumière radieuse dans les yeux, portant un manteau jaune vif. Elle n'était plus attachée à des machines. Elle était libre,
Ce soir-là, ils étaient assis enveloppés dans une couverture sur le balcon de leur nouvel appartement ensoleillé donnant sur un parc. Iris était appuyée contre sa poitrine, sa respiration lente et régulière. « Papa » murmura-t-elle. « Oui, ma Luciole. » Elle leva les yeux vers lui, son visage plein d'une joie calme et curieuse. « Quelle langue on apprend à parler maintenant ?» Damien la serra plus fort, embrassant le sommet de sa tête. Il pensa à toutes les langues qui les avaient sauvés, et il réalisa qu'aucune d'elles n'importait autant que celle qu'il parlait en ce moment. Il baissa les yeux sur sa fille, sa petite fille brillante et courageuse, et sourit. « Je pense, dit-il doucement, que nous parlons déjà couramment la seule qui compte. Bat Jiao Tuong, tac. Parmi vous à moins de 25 ans, levez-la parmi vous à moins de 25 ans, levez la main bien haut, merveilleux. Et qui a plus de 50 ans? Fantastique. C'est la preuve que les histoires n'ont pas d'âge. Et justement, à propos de cette histoire que je viens de vous raconter, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'elle vous a touché? Vous a-t-elle fait sourire? Ou peut-être vous a-t-elle laissé un peu songeur? Chaque personne reçoit une histoire différemment. Et c'est ça qui est magique. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire quelque chose qui me vient du plus profond du cœur. Je prie et je souhaite sincèrement que la paix et la sérénité vous accompagnent toujours, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Que vous puissiez toujours trouver un havre de paix en vous et autour de vous. Maintenant, je vous invite à faire une petite introspection. Repensez à l'histoire que nous venons de partager. Quelle est la première pensée, le premier sentiment ou la première image qui vous vient à l'esprit? Y a-t-il un message ou un détail qui a particulièrement résonné en vous? Prenez juste une seconde pour y penser. C'est ce que l'histoire vous a offert personnellement. Pour finir, je tiens à vous remercier pour votre écoute si précieuse. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une santé de fer et une vie remplie de paix et de moments de joie. Puissiez-vous toujours être en sécurité et en bonne santé. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment.